On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Falls. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels. Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf.
Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus: la météorisation et l'érosion. Des sédiments plus mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation. Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rock, et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rock encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. Tout semble drôle quand tu es une hyène géante, Pachycrocuta. Si tu veux te représenter à quoi ressemblaient les animaux des temps anciens, imagine-les bien plus gros, avec des dents plus longues et plus pointues. Et c'est déjà pas mal. C'est qu'il fallait être une bête puissante pour survivre à une époque où tout ton entourage était de taille 5XL. Cette hyène mesurait jusqu'à 1 mètre de haut pour un poids de 180 kg. C'est à peu près la taille d'un lion moderne et environ 3 fois plus que celle de la hyène d'aujourd'hui. Cet animal préhistorique avait aussi des pattes plus courtes, ce qui explique aussi l'extinction de nombreux spécimens de cette époque.
Au fil du temps, elles ont manqué de nourriture, mais ne pouvaient pas courir assez vite ou assez longtemps pour attraper leur proie. De plus, elles ne pouvaient pas non plus s'échapper assez vite si elles étaient elles-mêmes chassées. Les hyènes anciennes, ainsi que les modernes, ont des habitudes assez similaires. Leur régime alimentaire, de la viande et encore de la viande. Mais elles préfèrent toutes deux voler de la nourriture à d'autres prédateurs, généralement plus petits, plutôt que d'aller chasser par elles-mêmes. Et bien sûr, elles sont toutes deux toujours en train de rire à gorge déployée. On s'imagine toujours que les requins sont des animaux marins dont on devrait avoir peur, n'est-ce pas ? Mais pas les baleines, qui semblent plutôt inoffensives, qui mangent tranquillement leur plancton, qui projettent de l'eau par le trou qu'elles ont sur le dos, et tout ça. Bien sûr, elles peuvent être un peu maladroites de temps en temps et renverser un bateau. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas très portées sur la chasse aux humains. Eh bien, si nous vivions à l'époque de cette baleine de 15 mètres et 50 tonnes, Léviathan, disons simplement qu'aller à la plage ne serait pas vraiment la même expérience. La bête pesait l'équivalent de 6 éléphants et était plus longue qu'un camion. Elle avait des dents plus longues que ta paume et un instinct de chasse assez prononcé. Elle s'en prenait donc à tous les animaux marins, y compris les autres baleines. Son seul rival était le mégalodon, le requin le plus grand et le plus effrayant qui ait jamais vécu sur notre planète. Bien sûr, cette liste est pleine d'animaux géants et dangereux aux dents extra tranchantes, et on est plutôt rassuré qu'ils aient disparu. Mais il y a aussi un proche parent d'un être humain ici. Bonjour, cher... cousin éloigné, Paranthropus. Notre cousin P avait un gros cerveau, en tout cas pour l'époque, et de bons réflexes. C'est pourquoi il pouvait se défendre contre des créatures plus grosses et moins malines qui le poursuivaient. Il mangeait principalement des plantes, des racines, des noix, des fruits mous, de jeunes feuilles, probablement des insectes et des graines. Il mesurait environ 1,50 m et pesait 70 kg. Il n'était pas si grand que ça par rapport à d'autres mammifères préhistoriques, mais tout de même assez gros pour survivre à ces temps difficiles. Bien joué, P. Le suivant est un mammifère préhistorique, Gorgonopsia, ou plutôt un croisement entre un mammifère et un reptile, avec bien sûr de très grandes dents en forme de sabre de 13 cm, un crâne de 45 cm de long et la taille d'un ours moderne. À ses débuts, il était relativement petit, pas plus gros qu'un chien. Mais au bout d'un moment, l'évolution a fait son œuvre et l'a transformé en l'un des plus grands carnivores de son époque il y a plus de 250 millions d'années. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il avait une peau claire, de la fourrure ou des écailles, mais ils savent que cette bête avait des pattes plutôt longues par rapport au reste de son corps, ce qui signifie qu'elle pouvait courir beaucoup plus vite qu'un grand nombre d'autres animaux de l'époque. Andrewsarchus, ou Andy pour les intimes, ressemble en tout point aux prédateurs d'aujourd'hui comme les tigres, les loups ou les hyènes, mais dans une version un peu plus intimidante, bien sûr avec des dents extrêmement pointues. Qui aurait cru que le plus gros mammifère carnivore qui ait jamais vécu faisait en fait partie de la famille dont sont issus les cochons, les chameaux et les antilopes. Il avait la taille d'un bison moderne avec un poids d'au moins une demi-tonne. Andy n'était pas très difficile quant à son alimentation, alors il s'en prenait à la plupart de ses contemporains il y a environ 40 millions d'années. Il semble que dans les temps anciens, les tigres et autres prédateurs avaient peur des cochons, et non l'inverse comme aujourd'hui. Attention, voici le cochon Terminator, Entélodon. Les recherches ont en fait montré qu'il était davantage comme les hippopotames, les baleines et son cousin Andy. Mais ce surnom est génial, alors gardons-le. Les premiers cochons Terminator n'étaient pas plus gros que les porcs d'aujourd'hui, mais ils ont grandi pour atteindre la taille d'une vache au fil du temps. Ils avaient aussi un groin court, mais quelques millions d'années plus tard, l'évolution a décidé que ce n'était pas assez effrayant et a allongé leur mâchoire inférieure et supérieure. Ils ont aussi hérité d'une série de canines encore plus tranchantes. Ouf! Enfin un mammifère ancien que tu n'as pas à craindre. Du moins, si tu ne te trouves pas sur son chemin, car si ce géant te marchait dessus par accident, splash! Mais au moins, son menu était composé de plantes, donc tu serais en sécurité à ses côtés. Laisse-nous te présenter ce gentil géant, la bête du tonnerre, Brontotherium. Il avait une corne nasale assez robuste, pesait 3 tonnes et mesurait 5 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un rhinocéros moderne. Sa taille, malheureusement, ne l'a pas beaucoup aidé. Andy était toujours en train de le chasser, lui et ses compagnons. Une telle liste ne peut certainement pas omettre le fameux chat à dents de sabre. Environ 1,20 m de long, 45 kg, agile, tout à fait capable de chasser en meute coordonnée.
Mais tu connais les chats, ils aiment se vanter des prises qu'ils font seuls. Voici donc Mégane, Mégantéréon, que tu pouvais trouver avec ses compagnons dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. On pense souvent que tous les grands chats aiment courir après leur proie, mais Mégane n'était pas du tout bâtie pour la vitesse et ne sprintait pas après ses proies comme certains autres félins. Non, elle préférait attendre que sa proie se rapproche. Elle choisissait un bon endroit, grimpait dans un grand arbre, se cachait et se reposait. Au bout d'un moment, d'innocents herbivores s'approchaient pour boire et bim, surprise, Mégane était déjà à terre. Son style de chasse ressemblait à ce que l'on peut observer chez les léopards modernes. Les dents étaient son arme principale. Il fallait faire attention à ses grosses canines supérieures. Maintenant, enfin un nom relativement facile à prononcer, l'Arctodus. Cette bête pouvait courir jusqu'à 65 km/h. Après avoir coincé sa proie, l'ours géant se dressait de toute sa hauteur, 4 mètres, pour que le pauvre animal sache que son sort était scellé. Les ours des cavernes préfèrent généralement les végétaux, mais pour cet ours géant, la viande avait bien meilleur goût. Il aimait chasser et ramasser ce que les autres prédateurs laissaient derrière eux. Voici maintenant Léo, le lion préhistorique. Thylacoleo, 1,50 m de long, 90 kg, des mâchoires incroyablement puissantes, des dents pointues, de longues griffes rétractables, un corps musclé, une belle peluche. Il avait aussi une queue étonnamment puissante. Léo vient en réalité du continent australien où vivaient les kangourous ancestraux, qui avaient aussi une queue assez forte pour s'équilibrer. En parlant de kangourous, voici une petite surprise. Les racines de Léo. On pourrait croire que les kangourous, les koalas et les wombats géants ont toujours existé pour mener une vie paisible jusqu'à ce qu'ils deviennent le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Mais leur famille a donc abrité un animal qui ressemblait à un tigre à dents de sabre, avec de plus grandes dents. Bien joué Léo, tu as brisé les stéréotypes. Léo était quasiment au sommet de la chaîne alimentaire à son époque, même s'il avait un rival assez fort, un varan géant, Mégalania, ou même un crocodile géant, Quinquana. Mais ce n'est pas une vidéo sur les reptiles, alors attendez votre tour. À l'ère préhistorique, les dinosaures régnaient sur toutes les régions, semant le chaos, tandis que les autres animaux tremblaient de peur et se cachaient. Pas si vite, messieurs les dinos. Voici Monsieur R, Répénomamus, un mammifère mystérieux qui a décidé de tenir tête aux autorités. Il est apparu il y a 130 millions d'années, ressemblait à un blaireau et mesurait 1 mètre de long. Ce ne semble pas beaucoup comparé à un T-Rex et à d'autres animaux plus massifs, mais il était bien plus grand que certains de ces dinosaures à plumes de la même époque. Et ce n'est pas tout, il les mangeait. Nous ne savons pas comment exactement, mais disons simplement que Monsieur R avait ses propres méthodes. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retriever mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte.
Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'il n'avait pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Mégatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 360 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes, et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Chastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Chastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents.
ce qui signifie qu'ils ne pouvaient se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Parlons des calendriers. Un outil très important dans la civilisation humaine. Et si nous n'avions pas de calendrier, ce serait le chaos, n'est-ce pas? Nous ne saurions pas quand fêter les anniversaires, ni planifier les vacances, ni même nous présenter à des événements importants. Les calendriers mettent de l'ordre dans nos vies bien remplies et nous aident à donner un sens au temps. Mais le plus intéressant, c'est que les humains les utilisent depuis des milliers d'années. Les civilisations anciennes ont créé leur propre calendrier en fonction de leurs besoins et de leurs croyances culturelles. Certains calendriers anciens suivaient les cycles de la Lune, tandis que d'autres se concentraient sur les mouvements du Soleil. Certains combinaient même les deux, une véritable fusion céleste. Aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien moderne comme système principal. Mais savais-tu qu'à côté de ce fidèle gardien du temps, il y a tout un tas d'autres calendriers anciens qui circulent encore? Ils sont comme de vieux amis dont nous ne pouvons pas nous séparer. Ils nous aident à célébrer des fêtes culturelles, à planifier des célébrations religieuses et à nous rapprocher de nos racines. Visitons donc les plus célèbres d'entre eux. Tu es prêt? Premier arrêt, le calendrier Maya. Ces anciens mésoaméricains étaient très soucieux du temps. Leur calendrier était une combinaison de cycles lunaires et solaires, comme un mélange cosmique. Il comportait différents cycles à l'intérieur des cycles, ce qui le rendait incroyablement complexe. C'est comme résoudre un puzzle spatial. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les anciens Égyptiens et leur calendrier impressionnant. Ils utilisaient un système solaire et tenaient à l'aligner avec les crues du Nil. Une façon de rester en phase avec les rythmes de la nature. Enfin, le calendrier aztèque est une œuvre d'art en soi. Il s'agit d'un mélange fascinant de cycles solaires, lunaires et rituels. Sa sculpture de pierre complexe, la pierre du soleil, est comme un chef-d'œuvre cosmique qui capture l'essence du temps. Ces calendriers anciens ne se contentaient pas de marquer les jours et les mois. Ils étaient chargés d'une signification culturelle, de rituels religieux et d'événements historiques. Ils sont comme de petites capsules temporelles qui nous relient à nos ancêtres et contribuent à préserver leur sagesse et leurs traditions. Mais le plus intéressant, c'est que certains de ces calendriers sont encore utilisés aujourd'hui. Par exemple, le calendrier chinois. Celui-ci existe depuis des siècles et guide les festivités et les traditions chinoises.
En effet, au lieu de suivre le soleil comme dans nos calendriers habituels, le calendrier chinois s'intéresse de près au mouvement de la lune dans le ciel. Chaque mois commence par une nouvelle lune et à son propre rythme, et l'année compte 12 mois lunaires. Mais il y a un hic, les mois lunaires ne correspondent pas toujours parfaitement à notre année normale. Ainsi, de temps à autre, le calendrier chinois ajoute un mois supplémentaire pour rester en phase avec les saisons. C'est comme un bi-surprise. Faisons maintenant connaissance avec les animaux du zodiaque. Les véritables vedettes du spectacle. Chaque année du calendrier chinois est associée à un animal du zodiaque, et c'est un peu comme si l'on constituait un groupe d'animaux fabuleux. Les animaux du zodiaque sont au nombre de 12, comme une équipe sauvage fantastique. Il y a le rat intelligent, le tigre courageux, le dragon gracieux, et bien d'autres encore. Si tu es né une certaine année, on dit que tu as les traits de cet animal du zodiaque. Imagine alors qu'un singe ou un tigre soit la mascotte de ton emploi du temps. Mais comment le calendrier décide-t-il de l'animal qui sera mis en vedette chaque année? La légende raconte qu'il y a eu une grande course entre les animaux. L'astucieux rat s'est accroché au dos du buffle et a remporté la course en sautant sur la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le rat donne le coup d'envoi du cycle du zodiaque. Reprenons donc ce cycle. Connais-tu le signe de l'animal de ton année de naissance? Il te suffit de chercher sur Google et de jeter un coup d'œil aux animaux. Vois si tu as l'un ou l'autre de ces traits de caractère. Une fois que l'intelligent rat a eu son moment de gloire, c'est au tour du puissant buffle d'entrer en scène. Le buffle est connu pour son travail acharné et sa détermination, comme l'ami fiable et volontaire qui assure toujours tes arrières. Après le buffle, c'est l'intrépide tigre qui entre en scène. Avec ses rayures majestueuses et son regard féroce, le tigre apporte une touche d'excitation et d'aventure. C'est un ami félin audacieux prêt à explorer le monde avec toi. Après le rugissement du tigre, le lapin rusé fait son apparition. Imagine un adorable lapin pelucheux, toujours prêt à apporter douceur et harmonie. Le lapin ajoute une touche de douceur et de créativité au défilé du zodiaque, comme une douce brise un jour de printemps. Vient ensuite le dragon, audacieux et fougueux. Cette créature légendaire occupe la scène avec sa présence majestueuse et ses pouvoirs mythiques. C'est comme un ami mystique qui remplit l'air de magie et d'émerveillement. Après le dragon, le serpent, sage et intuitif, se glisse dans la pièce. Cet ami serpentin apporte sagesse et perspicacité, comme un guide qui navigue dans les méandres de la vie. Il est toujours bon d'avoir un confident sournois et intelligent à ses côtés. Le suivant est le cheval, vif et enjoué. Imagine le vent dans tes cheveux alors que tu montes à cheval dans un champ dégagé. Une personne de type cheval peut avoir un esprit aventureux et être toujours prête pour un voyage palpitant. Ensuite, il y a la chèvre, gracieuse et élégante. Avec sa nature douce et son esprit nourricier, la chèvre apporte la paix et l'harmonie au zodiaque. C'est une amie bienveillante sur laquelle on peut s'appuyer en cas de besoin. Après la chèvre, le singe espiègle entre en action. Ce farceur vif et intelligent ajoute une dose d'amusement et de rire à la fête. C'est un compagnon enjoué qui peut transformer tout moment ennuyeux en une folle aventure. Après le singe, le coq, fier et sûr de lui, se pavane. C'est un oiseau magnifique. Le coq apporte confiance et assurance à l'équipage du zodiaque, comme un leader naturel. Ensuite, c'est au tour du chien, loyal et diligent, de remuer la queue. Cet ami fidèle apporte loyauté, honnêteté et beaucoup d'amour à la famille du zodiaque. Les chiens sont connus pour être des compagnons de confiance qui restent toujours à tes côtés. Enfin, nous avons le cochon, sage et doux, avec son museau mignon et ses petits couinements satisfaits. Le cochon incarne la générosité, la gentillesse et l'abondance. C'est un compagnon qui sait apprécier les bonnes choses de la vie et qui apporte de la joie partout où il va. Et voilà, le défilé des animaux du zodiaque dans toute sa splendeur. Le calendrier chinois a également une particularité, le yin et le yang. Il associe chaque animal du zodiaque à l'un des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau. Cela donne encore plus de personnalité à l'ensemble. C'est comme si l'on ajoutait une épice à ton cocktail d'animaux du zodiaque. Le calendrier chinois continue de guider les festivités telles que le vibrant Nouvel An chinois. Il aide également les gens à déterminer les périodes les plus propices aux événements importants de la vie. Tu dois organiser un mariage? Consulte le calendrier. Tu veux créer une entreprise? Oui, le calendrier est là pour t'aider. C'est un peu comme si une diseuse de bonne aventure te guidait dans les méandres de la vie. La prochaine fois que tu verras le calendrier chinois, n'oublie pas qu'il s'agit d'une célébration de la magie lunaire, des merveilles animales et des traditions culturelles. Nous allons maintenant nous plonger dans le calendrier hindou.
Ce calendrier est axé sur les cycles et les rythmes cosmiques. Au lieu de suivre les mois réguliers, le calendrier hindou s'aligne sur les mouvements du Soleil et de la Lune. C'est comme une fête ininterrompue avec le cosmos. Le calendrier hindou est toujours d'actualité. Il regorge de fêtes et de célébrations hautes en couleurs. De Diwali, la fête des lumières, à Holi, la fête des couleurs. Il s'agit d'un feu d'artifice extravagant doublé d'un combat de paintball vibrant. Le calendrier hindou est également utilisé pour les observances religieuses et les périodes propices. Il permet de déterminer le meilleur moment pour les mariages, les pendaisons de crémaillère et d'autres événements importants de la vie. Le calendrier hindou ne se limite pas aux 365 jours habituels. Il tient compte des mois lunaires, des mois solaires et même des années bissextiles. Ainsi, la prochaine fois que tu jetteras un coup d'œil sur un calendrier, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de dates et de chiffres. C'est un outil remarquable qui nous relie à notre passé et nous guide vers l'avenir. Les calendriers anciens nous rappellent notre histoire humaine commune et la beauté des différentes cultures. Embrassons donc cette étonnante diversité. Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. All s'étaient comme des réfrigérateurs souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux, stratégiquement placées, pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Grâce à ces capteurs de vent,
les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents peut être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu y vivre sans ces anciennes climatures, car il ne pleuvait pratiquement pas dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeune à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jali. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant, à une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment. L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la terre.
La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. Puis, en 2002, le Royaume-Uni a connu l'été le plus chaud de son histoire. C'était le plus gros poisson que notre Terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette. De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception, et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci. Il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre Meg. En temps normal, ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants. Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du panneau Hollywood. Et qu'il pesait 10 fois plus lourd qu'un éléphant, soit 67 tonnes. On comptait aussi des spécimens excédant les 20 mètres. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de comment le mégalodon a pu atteindre une telle taille. Le fait qu'il y ait eu des mégalodons plus grands et d'autres plus petits est probablement dû à une chose que l'on appelle la règle de Bergman. Elle stipule que la température de l'environnement ambiant affecte la taille du corps de l'animal, car ils doivent soit en conserver, soit en dissiper la chaleur. Les mégalodons qui sont parvenus à atteindre des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de masse corporelle pour assurer leur survie à des températures aussi basses. Et ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petites pour éviter de se chauffer. Si les calculs des chercheurs sont exacts, cela signifie également que Meg atteignait une vitesse de croisière de plus de 5 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres requins. Le grand requin blanc contemporain peut parcourir une distance de près de 11 000 km sans s'arrêter, ce qui représente 9/10 de la longueur du diamètre de la Terre. Mais il semble que le mégalodon aurait pu aller beaucoup plus loin. Les mégalodons sont parvenus à subsister sur notre planète presque 70 fois plus longtemps que les humains n'ont vécu. Ils ont parcouru les océans pendant environ 20 millions d'années, et ils vivaient de pratiquement partout, sauf près des pôles. Les scientifiques ont découvert les fossiles les plus septentrionaux au large du Danemark, et les plus méridionaux, jusqu'en Nouvelle-Zélande. La raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement qu'ils se sont seulement adaptés aux eaux tropicales et subtropicales. Les plus jeunes préféraient rester près du rivage,
tandis que les adultes pleinement développés préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient facilement se déplacer en haute mer également. Lorsque notre planète a traversé une période globale de refroidissement et de sécheresse et que les mers ont commencé à geler, il y a environ 3,6 millions d'années, il y avait de moins en moins de place pour que le meg puisse prospérer. Nombre de ses proies, comme les petites baleines, les phoques et les tortues de mer, ont disparu ou migré vers des eaux qui étaient trop froides pour lui. Et dans le même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les petits requins prédateurs, le grand requin blanc et les baleines, n'a fait qu'augmenter. Ce bouleversement de la chaîne alimentaire aurait été encore plus dangereux pour le meg que le refroidissement des eaux. Nous avons l'habitude de ne les voir à l'écran que comme des monstres sans cœur. Mais ces énormes requins étaient en réalité des pères de famille attentionnés. Les scientifiques ont découvert plusieurs zones de reproduction de mégalodons en Floride, dans le Maryland, au Panama et au large de l'Espagne. Il semble qu'ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Après quoi les petits mégalodons demeuraient avec les adultes pour les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se défendre contre les prédateurs. Le puissant meg possédait 276 dents dans sa bouche, réparties en 5 rangées. Tout comme les autres requins, il était prompt à remplacer ses dents usées ou perdues. Ces 4 ou 5 rangées de dents agissaient essentiellement comme un tapis roulant, capable de remplacer progressivement les dents endommagées. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement vu pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Bien que le grand requin blanc soit souvent mentionné comme le plus proche parent de notre meg, il serait en fait de lointains cousins. Les ancêtres de l'actuel grand requin blanc ont existé en même temps que le mégalodon. Mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et étaient même rivaux. Le grand requin blanc ne remporterait jamais un combat face au mégalodon. Mais c'était un meilleur chasseur, tirant parti de sa taille réduite et de son agilité, pour se saisir rapidement des proies du géant. Cela ne laissait que les baleines et les plus gros poissons pour le meg. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers de nouvelles eaux plus fraîches. Plutôt qu'un grand requin blanc, le mégalodon s'apparente plus à un requin bulldog moderne. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate, et d'immenses nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille. Nous parlons aussi du meg comme d'un géant éteint, mais pouvons-nous être sûrs à 100% qu'il ne se cache pas quelque part alors que nous parlons? Après tout, nous n'avons exploré que 5% de nos océans tout au plus. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Vous pourriez y plonger la totalité du mont Everest, et il vous resterait plus de 2 km avant d'atteindre la surface. Si 1 ou 2 mégalodons avaient besoin d'un endroit où se cacher, ce lieu serait parfait. Ce ne serait cependant pas l'endroit le plus confortable où vivre, avec ses eaux froides et son obscurité totale. De plus, la pression y est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la surface. Donc, si un mégalodon se cachait vraiment là-bas, il aurait de sérieux problèmes avec ses dents car le calcium se désagrège à une telle pression. Pour survivre ici, il devrait également apprendre à se repérer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il aurait soit dû se rendre bioluminescent, soit développer d'énormes yeux comme le calmar géant. Si le meg était resté fidèle à ses préférences alimentaires, il devrait manger des poissons plus petits. Et cela nous causerait quelques soucis, surtout pour ceux d'entre nous qui en raffolent. Et comme l'océan ne se refroidit guère ces jours-ci, les mégalodons en apprécieraient à la température et se reproduiraient plus rapidement que jamais. Ces géants poseraient alors de gros problèmes pour les navires de fret et les bateaux de croisière. Si vous êtes maintenant terrifié à l'idée de rencontrer un mégalodon, détendez-vous. La plupart des scientifiques ne pensent pas que ce soit possible, en raison de la taille de notre protagoniste. La plupart des proies que les mégalodons aimaient consommer vivent à présent dans les zones océaniques peu profondes et non dans les abysses. Le meg aurait donc besoin de remonter pour se nourrir de temps en temps, et il est plutôt difficile de rater une créature aussi grande. Pour nous, ce sont toutes deux d'immenses créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais réellement coexisté. Les dinosaures ont probablement disparu il y a environ 66 millions d'années. Et les mégalodons, quant à eux, semblent être apparus un peu plus tard. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria,
aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivirent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte.
Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum, et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter.
De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mekong en Thaïlande? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science? Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes.
Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels ? Vous demandez-vous peut-être ? Pour se cacher, de nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen-Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux. Mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Sleep-Out en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen-Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahlratgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction.
Et si vous vous dites, nous sommes au 21e siècle, nous pouvons à peu près tout étudier, eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution, ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens, ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou. Les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt. En 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnel. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fougou. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fougous sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fougous, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout, autrement ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui.
Ils utilisèrent donc peut-être ces fougous pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les fougous uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes, puis revêtus de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011. À Ybor City, près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée.